Bonjour à tous et bienvenue sur Orphelia. Alors, cette fois-ci, nous allons aborder la mythologie maya à travers Xibalba. Et il y aura 5 séries d'émissions, dont voici les titres. Donc, il y a Xibalba, cette présente vidéo, sur les traces d'une histoire oubliée de l'humanité.
Seconde vidéo, Xibalba à la découverte de la psychonoétique. Troisième vidéo, le chamanisme maya. La quatrième, le Pol Vuh. Et la dernière, la tombe du roi maya Pakal. Donc, en fin de compte, il s'agit d'étudier différents aspects de la civilisation maya à travers le prisme de l'inframonde, c'est-à-dire Xibalba. Et on va commencer par introduire la roue cosmique. Avant la conquête de l'Amérique centrale par les Espagnols et avant l'avènement de l'Empire aztèque, les Mayas dominaient le paysage de l'Amérique centrale. Cette civilisation s'étendait de ce qui est aujourd'hui le sud du Mexique jusqu'au Guatemala, au Belize et dans certaines parties du Honduras. Contrairement à la croyance populaire, ces peuples n'étaient pas un groupe homogène, mais des cités-États distinctes avec leur propre système et agenda politique. Cependant, la plupart de ces groupes distincts semblaient avoir beaucoup de points communs, à savoir leurs rituels et croyances religieuses. Plutôt polythéistes, les anciens Mayas avaient un système religieux que les lecteurs modernes peuvent considérer comme déroutant et illogique. Ils vénéraient des dieux qui étaient à la fois hommes et femmes, jeunes et vieux, associés à la fois à la paix, à la guerre, et qui résidaient dans les pierres, les arbres, la nourriture et les montagnes. Bien que l'importance de ces dieux et de ces lieux de culte variait d'une cité à l'autre, dans toute la région maya, une grande importance était accordée à trois choses: les grottes, l'eau et le maïs. Et c'est justement dans l'inframonde, à Xibalba, que se situent ces trois éléments pour les peuples mésoaméricains. Xibalba signifie lieu de la peur, de l'effroi. Dans la cosmologie maya, Xibalba est peint comme un royaume souterrain, enveloppé d'une obscurité perpétuelle, un contraste frappant avec le monde des vivants. Ce monde est celui de la mort, de la maladie, le lieu du jugement des défunts et enfin celui de la transformation. Nous allons revenir d'ici peu sur la signification réelle de ce lieu et qui rappelle fortement l'inframonde des anciens Égyptiens, la Douat. À travers les différents mythes et légendes qui ont été récupérés et traduits au fil des ans, nous pouvons voir que ces trois ressources naturelles étaient au cœur de la vie religieuse maya. Des récits de création guatémaltèques et des récits héroïques des Mayas Kouché, des basses-terres, aux légendes sur la découverte de maïs par les Mayas Djakaltèques des Hautes-Terres. Le maïs, l'eau et les grottes jouaient un rôle majeur dans toute la région maya. Les grottes étaient considérées comme la source à la fois de l'eau sur la surface de la terre, donc de toute la terre, du maïs, symbole même de la vie, et du savoir agricole en général, et des êtres vivants, y compris les hommes, puisque d'après les mythes, ils émergèrent du monde souterrain à l'aube des temps et s'installèrent ensuite sur la surface de la terre. Xibalba apparaît comme le lieu de résidence des morts, d'effroi et de faim, que comme le lieu de la régénération de la vie et par conséquent de commencement et de renaissance. C'est ici que tout prend fin et que tout recommence, dans une ronde incessante de mort et de renaissance de la nature, du cosmos, des âmes humaines, des civilisations, en un mot, de tout ce qui existe. La cyclicité du temps, perçue à travers le cycle des saisons et celui de l'agriculture, était parfaitement intégrée dans la pensée des Mayas. Tout le cosmos fonctionne de manière cyclique pour les Mayas. De même pour tout ce qui est sur Terre. Et ce n'est pas que les matières inorganiques
et organiques qui suivent le mouvement rotatif, ce que l'on nomme dans notre culture la métamorphose de la nature, puisque l'ensemble des âmes des êtres vivants circulent dans cette roue cosmique. La roue cosmique des Mayas fonctionne de la même manière que l'ensemble des autres roues que nous trouvons auprès de l'ensemble des peuples premiers des Amériques, à savoir les Amérindiens. Les ethnologues traduisent la roue cosmique des Amérindiens par le terme roue de médecine. Et à son tour, elle se révèle être identique à celle présente dans les autres grandes civilisations précolombiennes, comme celle des Aztèques ou encore des Incas. C'est donc un symbole partagé par tous les peuples des Amériques. Je vais vous faire un partage écran pour que je puisse vous montrer ce qu'est une roue de médecine à travers les Amérindiens cette fois-ci. Et on va prendre la tribu des Ojibwe. Voici. Alors, voici la roue de médecine des Ojibwe. Comme vous pouvez voir, elle est très structurée, elle n'est pas aléatoirement organisée, donc il y a une hiérarchie, il y a un ordre, il y a un agencement sous-jacent à cette roue de médecine. Donc regardez bien, c'est une roue, vous voyez, partagée en 4 parties, contenant un centre. Donc si on compte le centre, ça fait 5, et si on ne compte pas le centre, ça fait 4 parties. Ça, c'est très clair. Maintenant, regardez bien autour du 1, le centre. Il y a 8 petits agencements. Eh bien, c'est les 4 parties égales et et les 4 autres intersections. Voilà. Donc, si vous regardez le 7, ça va vers là, vers le 9, et on suit la ligne verticale de haut en bas, et ensuite la ligne horizontale de droite à gauche, voilà, ça coupe en 4, et on voit à nouveau que ces 4 parties sont coupées en 2, ce qui donne 8 sous-parties en vérité. Donc il y a 8 sections, 8 sous-parties dans la roue de médecine, et ceci a son importance, vous allez voir. Ok, continuons notre lecture. Ok. Alors maintenant, vous avez vu cette roue de médecine, et ce qu'il y a d'incroyable, eh bien c'est qu'elle est partagée par les civilisations précolombiennes et entre autres les Aztèques. Et maintenant, on va voir la Piedra del Sol, la pierre du soleil des Aztèques. Et vous allez voir qu'elle est structurée de la même manière que la roue de médecine. On y va. La voici. Ça, c'est la fameuse pierre du soleil des Aztèques que l'on retrouve au musée du Mexique, hein, la capitale, Mexico. Donc, encore une fois, c'est un calendrier, là aussi, hein. On va découvrir que c'est un calendrier. Et vous remarquez bien, regardez, hop, vos trous, vous suivez les petites flèches qui sont juste ici, et vous avez les 8 intersections, y compris les 4 parties, avec les 4 disons, flèches plus importantes que les autres, vous voyez. Elles sont auréolées d'une petite décoration, là. Ok, il y a une petite mosaïque un peu plus importante. Et les intersections sont soulignées par des petites flèches moins importantes. Ça donne 8. Donc, vous avez la même structure avec la partie centrale que la roue de médecine. Donc, vous voyez bien, c'est une pensée commune. Il y a un héritage commun. Normal, hein, on est aux Américains. Ojibwe est tribu d'Amérique. Mexique, voilà, c'est juste au-dessus, le pays, ben, c'est les Aztèques. Et maintenant, je vais vous lire un petit paragraphe et vous allez voir quelque chose. Dans une plus large mesure, la roue cosmique est présente dans une grande majorité des continents sur Terre, en Asie, en Afrique, en Europe et aux Amériques. Ça, vous l'avez vu aux Amériques. Le fondement de la roue cosmique contient l'idée de justice, symbole et notion parfaitement attestée dans les enseignements de Platon, de la loi divine, invariable en essence, nommée dharma par les hindous et les bouddhistes, et de cyclicité du temps,
élément important qui indique une antiquité de l'enseignement et qui devrait remonter, selon moi, hein, à la préhistoire. Je vais essayer de vous le montrer. Je dirais même avant que les hommes émigrent vers les Amériques, pour être plus précis. Dans la préhistoire, on est avant la migration, selon moi, hein, des Amérindiens en Amérique. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Est-ce un hasard si les roues de médecine des peuples amérindiens, les roues cosmiques des civilisations mayas et aztèques sont identiques et comportent des concepts similaires à la roue cosmique des hindous, dénommée Dharma, hein? Alors, pour que cela vous saute aux yeux et que vous vous disiez peut-être, c'est probable, c'est possible qu'il y ait un héritage commun dû à des migrations, c'est la première question que je pose. On va prendre ça comme une hypothèse pour l'instant. Eh bien, prenons l'image du Dharma, bien sûr, de la roue cosmique hindoue. La voici. Voilà. Donc ça, c'est la roue du Dharma, connue par le bouddhisme également. Ok? Ça, vous pouvez le retrouver, voilà, vous avez la référence au temple de Surya, qui est le temple du soleil quand même, hein. Nous sommes encore avec la même pensée sous-jacente. La roue du Dharma sous-tend la roue du soleil. Temple de Surya, soit du dieu soleil en Inde, c'est le temple du soleil de Konarak, et c'est une ville en Inde, et encore une fois, elle est structurée de la même manière. Vous avez la roue, les 8 sections, les 4 parties les plus importantes, la partie centrale, et toute l'idée qui est véhiculée dans cette roue cosmique qui s'appelle le Dharma est identique trait pour trait à ce qui est présenté ici. Dans la roue cosmique hindoue, pardon, dans la roue cosmique aztèque, là, hein, voilà. Et identique également à ce que vous retrouvez là, dans les roues de médecine des peuples amérindiens. Donc vous voyez très bien la distance entre les Amériques et l'Inde, voyez? Y a-t-il eu échange de connaissances? Donc, échange de connaissances entre deux continents complètement séparés, l'Asie et les Amériques. Là, on parle de l'Amérique du Nord spécifiquement. Y a-t-il eu échange, donc historique, ce qui n'est pas avéré par les historiens actuellement. Donc, est-ce un héritage de migration? Hein. Donc là, on remonte à l'époque préhistorique, donc à l'époque glaciaire qui s'est exprimé, c'est-à-dire les peuples humains ont connu ça avant la fonte des glaces, donc on est plus de 10 000 ans avant Jésus-Christ quand même, ok, 12 000, 10 000, 8 000 avant Jésus-Christ pour les dernières, 7 000 maximum, parce qu'après la montée des eaux a été catastrophique, a séparé vraiment les continents. Et donc, si on prend cette hypothèse comme plausible, d'accord, on va prendre ça comme juste une hypothèse, vous avez devant vous un enseignement qui date de l'époque glaciaire et qui possède exactement le même contenu de part et d'autre, hein, de la planète, en Asie et, et aux Amériques. Continuons notre aventure. Donc, derrière cette roue se cache la théologie du Sanata Dharma, ce qui veut dire l'ordre éternel, et dont l'idée se retrouve partout sur la planète. C'est la loi universelle. Je vous ai mentionné tout à l'heure quelques, disons, parties de l'enseignement de cette roue cosmique qui contenait la loi universelle, qui contenait la cyclicité du temps, qui contenait également la métamorphose de la nature, celle des âmes. Eh bien, vous avez ça dans la roue cosmique aztèque, maya, Ojibwe, mais aussi dans la roue des médecines, bien sûr, et dans la roue du Dharma. Est-ce un hasard si cette roue se découvre aussi en Chine? D'accord? On est toujours dans le continent asiatique. Jetons un œil. Là, voilà. Voilà. C'est le bagua, les 8 trigrammes, selon l'ordre du roi Wen. Alors, il y a deux types d'ordre des trigrammes. J'ai pris celui du roi Wen et regardez bien, observez bien attentivement. Vous observez bien que c'est une roue. Il y a les 4 parties, puisqu'en vérité, on parle des 4 points cardinaux, c'est souligné. Regardez. Sud, ouest, nord, est. C'est pour cela que la roue cosmique
compartimentée en 4 parties, et c'est ce qui est sous-entendu sous la roue des Ojibwe, dans la roue du Dharma et dans les roues des civilisations précolombiennes. C'est exactement ce qui est souligné. Ce sont les points cardinaux, ce sont également des points de saison, les 4 saisons, associés à 4 types d'éléments. Bon, les éléments varient en fonction des civilisations, c'est tout à fait normal ceci. Et vous avez les 4 intersections, hein, le sud-ouest, bien sûr, le nord-ouest, euh, le nord-est et ensuite le sud-est. Et ça va donner vos trigrammes. Et l'enseignement est similaire. Donc, à nouveau, est-ce un héritage d'une migration? Un héritage, ou peut-être un héritage d'échange de connaissances, donc ces civilisations qui se connaissaient. Là, on ajoute la Chine quand même, Chine, Inde et peuple des Amériques. Est-ce qu'ils se connaissaient réellement? Ce que je répète, l'histoire ne valide pas cette hypothèse. Donc, même, imaginons, on pourrait la rendre plausible juste avec cette observation. On est juste en train d'observer, on est en train de rien affirmer, on observe, on voit des similitudes et une pensée identique. Donc on se dit, il y a quelque chose dans cette affaire. Vous voyez? Et maintenant, je vais vous faire une petite lecture, vous faire réfléchir un peu sur ce que je viens de vous montrer. OK? Donc, maintenant, cette roue cosmique se découpe bien en 4 parties égales, vous l'avez bien vu, et une centrale qui les relie toutes. Ok. Les 8 sections proviennent de ces 4 intersections, vous voyez, vous les avez vues. Le sens de circulation de la roue a même un sens, et identique partout. Ça suit le mouvement du lever du soleil et du coucher du soleil, est-ouest. C'est un sens d'extrogir. C'est un sens de circulation du mouvement du soleil. N'oubliez pas que la roue du Dharma, c'est la roue du soleil. Hein. Elle est posée dans le temple du soleil en Inde. Ok. Et elle évoque la qualité et la quantité d'énergie qui circule en son sein, à l'image de l'intensité des rayons du soleil émise durant chaque saison. C'est ainsi que la roue cosmique fonctionne. C'est une roue qui expose la diffusion de la lumière soleil durant l'année. C'est une roue annuelle également. Donc c'est un calendrier. C'est ce qui est exprimé en Chine, en Inde et chez les peuples précolombiens. Est-ce un hasard que cela sous-entend également un calendrier aussi agricole, mais aussi un calendrier cosmique, d'où le terme roue cosmique, hein. Le ciel et la terre, hein, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce sont des roues. Vraiment, ça fonctionne de la même manière. Ce sont des métamorphoses de la nature, l'un se transformant à l'autre en mouvement incessant. Vous voyez? Vous avez un peu le schéma maintenant? Ok. Tout commence par le centre. Puis on se dirige vers le nord. Ensuite l'est, le sud et enfin l'ouest. Dextrogir. On commence par le centre, nord, est, sud, ouest. On revient au nord, hop, on revient au centre et c'est reparti. Et ensuite, ben, Platon parle à cet effet de vitalité, de puissance de vie, dont le nombre 5 exprime cette circulation. Quand Platon parle sans cesse du 5, du 5, du 5, il sous-entend la roue cosmique. J'en ai pas encore parlé dans les vidéos faisant mention de Platon avec son chiffre 5, ni les pythagoriciens, puisque les pythagoriciens en parlaient énormément. Cela sous-entend la circulation d'une énergie, d'une qualité vitale, si vous voulez, d'une énergie vitale en 5 phases. Et ces 5 phases sont calquées sur le mouvement du cosmos, de la nature, hein, et vous avez là. Bon, après, la philosophie de Platon est tellement puissante qu'elle intègre une ontologie de cette circulation vitale. Donc, l'être circule en 5 qualités, hein. Donc, il y a 5 typologies de l'être, de la pensée, de l'âme et du corps. Ça intègre une vision totalisante chez Platon. Et on va parler de vitalité chez Platon, la puissance de vie. Ce que les gnostiques chrétiens vont reprendre plus tard en parlant exactement de la même chose, de puissance de vie, de vitalité, hein. Et ça, c'est important parce que chez les peuples précolombiens, on va appeler ça l'énergie vitale. Et ça va se retrouver. Et en Chine, on va appeler ça le chi. Et en Inde, on va appeler ça le prana. Chi, prana, chez Platon,
pas encore nommé à son époque pneuma, ça va être beaucoup plus tard, mais c'est ce qui est sous-entendu, c'est la puissance de vie, c'est la vitalité, c'est le pneuma, c'est le parallèle. Et là, vous dites, ah, c'est une pensée similaire, même chez les Indo-Européens. Les Indo-Européens, jusqu'en Europe donc, vous voyez, donc ça inclut maintenant la pensée indo-européenne, Asie et Amérique, une pensée identique, hein. Alors, les Indo-Européens, on sait très bien que c'est des migrations, très bien, mais la question reste ouverte pour le reste, hein. Les quatre saisons sont marquées par les quatre points cardinaux, nord-est, sud-ouest. C'est donc du chi, du prana et du pneuma dont il est question dans la circulation de la qualité lumineuse au sein de la roue cosmique. Les Maoris, hein, ces fameux peuples des îles, les Maoris nomment cette énergie cosmique mana. Mana. C'est la même chose que le chi, le prana, le pneuma. C'est le mana. Puisqu'il y a deux saisons chaudes et lumineuses, et deux saisons froides et sombres, la roue cosmique articule aussi la dualité qui compose notre réalité. Ah, 4, 8, une roue qui fait un, vous voyez, plus le 1, plus le un du centre, si on l'inclut, ça fait 5. Donc il y a une philosophie des mathématiques, organisation du monde, un ordonnancement architectural, mathématique, un ordonnancement codifié dans la roue cosmique qui était très clairement exprimé dans ces civilisations. Vous prenez n'importe laquelle, hein, que j'ai nommée, vous allez retrouver une philosophie des mathématiques, ce qu'on appelle aujourd'hui vulgairement une arithmosophie. Mais la philosophie des mathématiques est inhérente à l'enseignement de la roue cosmique. Inhérente. Il y a une structuration. Donc le 1, le centre, qui se divise en deux. Ensuite, il y a le 3, le 4, le 5, et ainsi de suite. Vous voyez? Ça se passe comme ça. C'est la diffusion de l'énergie. La philosophie des mathématiques, c'est la vitalité qui se diffuse. On parle de vitalité, du chi, du prana. C'est ça qui se cache derrière. OK? Bon, nous retrouvons cette idée à travers le yin et le yang en Chine. Les deux saisons chaudes, enfin, les deux saisons chaudes et lumineuses, et les deux saisons froides, hein, et sombres, hein, partagées en deux, ça va donner le yin et le yang en Chine. OK? Le souple et le dur dans les arts martiaux. C'est exactement le même principe, ce qu'on enseigne ça. Voilà. C'est la même chose. Le dur, le souple, hein. C'est les deux forces, deux énergies, vous remarquez bien. Les deux qualités, polarités de la matière, lesquelles sont imaginées en Chine par deux animaux. Le tigre représente le yin et il est femelle. Et le dragon, c'est le yang et il est mâle. Deux. C'est à partir de ces deux puissances antagonistes et complémentaires que naissent les quatre parties de la roue cosmique. Et de ces quatre parties naissent les quatre autres, donc les 8. OK? Je vais vous montrer une illustration, voilà, pour que ça saute aux yeux encore une fois. On y va. Voilà. Donc observez bien, vous avez le tigre en yin, vous voyez bien, phase sombre, et vous avez le dragon en yang, phase lumineuse. Et c'est le Tao, vous exprimez le taoïsme derrière tout ça. Taoïsme, hindouisme, bouddhisme, religion précolombienne, et c'est pareil, il y a une même philosophie. OK? Maintenant, ce qu'il y a d'extraordinaire pour trouver exactement la même pensée chez les civilisations précolombiennes. Pour les Mayas et autres peuples mésoaméricains, le jaguar évoque la part nocturne et froide du monde, tandis que l'aigle illustre la part lumineuse et chaude du monde. La roue cosmique est polarisée, comme en Chine, comme en Inde, comme chez les peuples indo-européens. La roue cosmique est polarisée. Le un se polarise en deux.
Le un devient 2. Et nous allons voir que derrière ça, la théologie se cache une religion très ancienne que nous ne pouvons pas vraiment appeler religion, hein, hein. C'est une loi cosmique, si vous voulez. C'est la structure de la nature. C'est pas une religion au sens où les hommes ont réfléchi, ont structuré les choses, ont dit c'est comme ci, comme ça. C'est une observation du mode de fonctionnement de la nature. Le un devient 2, le 2 devient 3, tout ceci se met en mouvement, ça se transforme en 4, en 5, et ensuite, voilà, c'est du chi. Et c'est une théologie derrière. C'est la théologie de la nature. Ok? Donc cette théologie de la nature était connue par tous ces peuples-là, derrière la roue cosmique. Donc le jaguar, c'est le tigre. L'animal a changé. Tandis que le dragon, hein, est devenu l'aigle chez les peuples précolombiens. Ou peut-être c'est l'inverse. Peut-être que c'est l'aigle qui est devenu le dragon en Chine. On ne sait pas comment tout ceci s'est transformé à droite à gauche, mais il y a adaptation à l'environnement. Hein, les animaux changent, les formulations changent, les mythes changent, si vous voulez, et c'est ce qu'on va voir. Hein. Il n'y a aucun nom similaire, aucun animal qui se ressemble, bien que là il y a un truc de félin avec le jaguar et le tigre, vous le remarquez bien, pour la phase sombre, mais c'est une raison très simple, c'est une observation de la nature. Pour quelle raison? Parce que le jaguar ou le tigre sont des animaux nocturnes, ce sont des félins, ils chassent la nuit. Ils chassent la nuit, c'est pas le jour. Ils se cachent la nuit. Et ce sont des animaux redoutable, hein. Redoutable, c'est la force vitale de la nuit. Vous voyez, c'est la force vitale qui se dissimule dans la nuit. Ça évoque ça. Mais c'est aussi la lumière nocturne. Ça évoque ça également. La puissance nocturne, la lumière nocturne. Ça peut être la lune, à partir de là, ou bien le soleil nocturne, hein. Le soleil nocturne. On va expliquer tout ça. Faut pas que je vous embrouille trop pour l'instant. Mais je veux bien vous montrer les parallèles pour que ça soit bien clair. Bien clair. Une structure identique. Une logique similaire. Un enseignement pareil. Et plus tard, quand je vais défiler tout ça, je vais intégrer le cathénothéisme. Cathénothéisme, c'est-à-dire le un qui devient plusieurs, qui, à mon sens, est l'enseignement de la roue cosmique. Donc c'est ça, la théologie naturelle des anciens, qu'on appelle les peuples, nos ancêtres, si vous voulez, l'enseignement qui se cachait et qui se cache derrière la roue cosmique présentée par tous ces peuples, c'est le cathénothéisme, le un qui se multiplie. Le un qui reste un, mais qui présente de multiples facettes à mesure qu'il se déploie à travers le jeu des nombres. Donc le 1, le 2, le 3 et tout ceci, tout cela, il devient des animaux, des entités, des archétypes. Mais derrière tout ceci, il n'y a que lui qui existe, c'est-à-dire le 1. Il n'y a que ça. Donc c'est une philosophie naturelle que l'on retrouve également en Égypte ancienne. Là, on intègre l'Afrique avec l'Égypte. Un troisième continent. Bon, troisième, quatrième, parce qu'on a intégré l'Europe aussi. Hein. Bon, continuons notre lecture. Le jaguar est relié à la féminité, tandis que l'aigle a la masculinité. Il y a donc un lien intime entre toutes ces cultures si différentes et éloignées par le temps et l'espace. Faut bien voir l'espace des continents, hein. Mais les cultures ne sont pas côtoyées à côté, hein. Euh, Il y a eu un grand décalage de temps entre la civilisation hindoue, par exemple, et celle des Mayas, ou celle des Aztèques, qui est extrêmement tardive. Vous voyez? Héritage, migration, échange de connaissances. On se pose des questions, hein. L'image du jaguar est consacrée à l'intériorité de notre être et au monde invisible, phase nocturne, on comprend, donc à l'initiation chez les peuples mésoaméricains. Quant à l'aigle, il est dévolu à la maîtrise de l'espace-temps visible. Ok, rien n'échappe à son regard. Ok, c'est la surface du monde, ce qui est conscient, pourrait-on dire aujourd'hui. Donc le jaguar, c'est l'inconscient. Voilà, c'est l'intériorité, c'est tout ce qui est à l'intérieur, le dedans ou la phase invisible. C'est exactement pareil, ce qui est présenté à la surface du monde. Il y a un monde invisible, c'est le monde du jaguar. Et ce qui est visible, perceptible par les sens, donc la part tangible, observable, c'est l'aigle, hein, c'est la conscience, c'est la matière tangible et observable. Et vous voyez comment ça jongle? C'est la polarisation du monde. La roue cosmique est traduit également en image la cyclicité du temps, c'est pour ça que c'est une roue, par le quaternaire,
ou le quinaire si on intègre le centre, bien sûr. Et ce principe s'exprime dans les doctrines des quatre soleils des Mayas et des Aztèques. Pourquoi il y a quatre soleils chez les Mayas et chez les Aztèques, donc civilisation précolombienne. On pourrait même prendre ça avec les Olmecs. Ça vient des Olmecs, tout ça en réalité. C'est beaucoup plus ancien. Les Olmecs, c'est une civilisation plus ancienne. Donc, c'est eux qui ont inventé l'écriture, par exemple, les glyphes Mayas et Aztèques. C'est les Olmecs qui ont inventé tout ça. C'est une très grande civilisation. J'en parlerai pas. Ok. Mais il y a quatre soleils. Quatre soleils. Bah, nord, est, sud-ouest. Ce sont les quatre soleils. Les quatre saisons. Les points, hein, cardinaux. C'est ça, les quatre soleils. Mais cette doctrine se trouve exactement en Inde et chez les peuples indo-européens avec la doctrine des quatre âges de l'humanité. Et là, vous avez l'Inde, la Perse, la Grèce et d'autres civilisations indo-européennes qui parlaient des quatre âges de l'humanité. Et les quatre âges sont structurés de la même manière que les quatre soleils. C'est une croix. Et je soupçonne la croix celtique d'être ça. hein, Bien avant que le christianisme réintègre ça, le relise, et le réinterprète, pardon, et pour que ça soit intégré dans le christianisme, tout en perdant l'enseignement celte. Je soupçonne que la croix celtique soit une doctrine de quatre âges de l'humanité ou une roue cosmique. Hmm. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur les Celtes également, mais vous remarquez, c'est la formulation qui change, mais la structure est identique, l'armature est identique. Très bien. Si les civilisations mésoaméricaines parlent de soleil, les peuples asiatiques et européens dissertent quant à eux d'air ou d'âge, donc les quatre airs ou les quatre âges. Encore un concept partagé par des civilisations très distinctes les unes et les autres. Chaque divinité maya et aztèque suit la course solaire en quatre phases. C'est la raison pour laquelle chaque divinité mésoaméricaine possède quatre aspects et dont chaque figure se place sur un des points cardinaux. C'est ce qui a perturbé les Européens à l'époque et aujourd'hui, lorsqu'on lit, on n'arrive pas à savoir. C'est la roue cosmique, c'est l'agencement de la multiplication de la même divinité qui se présente vers un des points cardinaux qui fait qu'il est un tout en étant quatre. Chaque aspect est ensuite associé à une couleur, laquelle exprime l'intensité de son énergie, donc l'énergie vitale, et de sa lumière, sa luminosité, sa radiance, sa, son noumène, sa qualité nouménale. La couleur évoque l'image de l'intensité des rayons solaires durant une saison spécifique. Par exemple, pour que ça soit clair, le dieu de la pluie du tonnerre maya se nomme Tchak. Son parallèle aztèque est Tlaloc. Oui, les noms changent, mais l'idée est similaire. Les codex nous les montrent situés aux quatre points cardinaux, mais aussi avec deux attitudes contraires et qui répondent en fait à leur phase nocturne jaguar et à leur phase diurne aigle. Vous voyez, on commence à entrevoir la structure et la compréhension, pourquoi c'est antinomique tout en étant complémentaire. C'est une pensée en mouvement, contrairement à nous occidentaux aujourd'hui. Et ça dure depuis 2000 ans cette affaire. On a une pensée statique. Dieu est statique, inscrit dans des dogmes, il est comme ci, comme ça. Il est non-mouvement. Mais là, on parle de mouvement. Donc le mouvement s'inscrit dans une roue, s'inscrit dans une duplication, dans une amplification, dans une théophanisation. Voilà, c'est une pensée en mouvement. Donc c'est pas comme nous, ils ne pensaient pas comme nous. Et ce sont nos ancêtres qui pensaient pas comme ça, pensaient en mouvement. La phase nocturne paraît néfaste et mauvaise. Quant à la phase diurne, elle est dite faste et bonne. Là, vous avez tous l'astrologie. Et l'astronomie, astrologie, c'était couplé comme ça chez eux. Chez nos ancêtres d'ailleurs, c'était comme ça. Bien, la phase nocturne était néfaste et mauvaise, donc un jeu de astres aussi qui s'inscrivait dans ça, et également la phase bonne
et faste qui s'inscrivait dans une astrologie, une lecture de position des astres par rapport à cette roue cosmique. Donc, le dieu Tchak, ok? Je vais vous faire un partage écran pour que vous puissiez avoir le privilège de lire le dieu Tchak et ses positions aux 4 points cardinaux et les noms qu'il porte en maya. Ok. Donc, le premier, ici, Tchak, Ship, Tchak. Du maya, Tchak rouge, donc dieu du tonnerre, de l'éclair, de la lumière, de la radiance, plein de noms différents. C'est aussi le dieu de la pluie, le dieu de l'eau, hein. Et plus tard, nous allons voir également qu'il est associé à l'énergie vitale. Ok? Le dieu Tak, donc j'ai pris cet exemple pas au hasard, si vous voulez. Le dieu Tak, Tchak rouge. Chip, ça veut dire homme. Donc c'est l'homme rouge. Ok? Le dieu Tchak, homme rouge. Qui est le Tchak de l'Est, symbolisé par un faisan rouge. Ensuite, Sak, Chip, Tchak. Le sac blanc. Chip, ça veut dire blanc. Chip, ça veut dire homme, donc c'est l'homme blanc. C'est le Tchak du nord, symbolisé par une colombe blanche. Ek, chip, chap, Tchak. C'est le Ek, ça veut dire noir. Chip, homme, c'est l'homme noir. C'est le Tchak de l'ouest. Il est symbolisé par le corbeau noir. Ensuite, Kan, on peut le prononcer aussi, j'ai remarqué, Chan des fois. Ok? Donc, c'est Kan, chip, Tchak. C'est Kan, ça veut dire jaune. Chip, homme, et c'est l'homme jaune qui est le Tchak du sud, symbolisé par l'aigle jaune. Vous voyez bien que ce sont 4 identiques dieux, ok, similaires, mais qui sont en mouvement, hein. C'est le même dieu, mais qui se présente différemment selon les saisons, ok, le mouvement des astres et le mouvement de l'énergie. C'est pour ça que ça nous perturbe, parce qu'on en a, pour nous, tout est figé. Un dieu n'a qu'une image, un archétype n'a qu'une image. Non, c'est en mouvement. Ok. Je vais vous montrer maintenant le beau visage du dieu Tchak pour les Aztèques, hein. Comme ça, vous avez son visage. Il est un peu étrange, hein. Il n'est pas comme nous, hein. C'est des dieux mésoaméricains. Le voici. Ça, c'est le visage du dieu Tchak sur un édifice maya. Donc, vous pouvez voir sa bouche, ça, c'est son nez, ça, c'est ses yeux, ça, c'est ses tresses, les cheveux, hein, et il porte quelque chose sur la tête, et ainsi de suite. Ouais. Familiarisez-vous avec lui, on va le revoir dans d'autres vidéos. Plus longuement cette fois-ci, ok? C'est le dieu Tchak. Dieu Tchak. Dieu de la pluie, du tonnerre, un espèce de Thor, si vous voulez. C'est le dieu Thor des peuples mésoaméricains. Ok? Ou Indra, pour faire un autre parallèle. Ok. On continue. On continue la lecture. Ok, on y va. La couleur blanche, que vous avez vue à travers les positions, hein, du dieu Tchak dans un des points cardinaux, évoque le soleil nocturne, la lune. Donc la lune, c'est l'astre nocturne, hein. La lune étant vue comme l'astre solaire qui voyage durant la nuit. Le rouge au lever du soleil, le jaune à la pleine luminosité du soleil et le noir au coucher du soleil. Il y a donc une logique cachée derrière chaque détail des couleurs, y compris des formes des dieux, de leur apparence, de leurs vêtements et ainsi de suite. Ok? Il y a toute une logique. Toute une logique. Puisque le jaguar est un animal nocturne, il chasse la nuit. Il est donc normal qu'il soit associé à la lune et au monde souterrain. C'est des jeux d'association, d'images. On associe des images les unes à côté des autres, on les superpose et ça va créer un discours mythique, hmm, par des jeux de ressemblance, de semblable à semblable. L'aigle est l'animal qui s'élève le plus haut du ciel. Il correspond bien au soleil de midi et de celui de l'été. Nous retrouvons ce même cycle des dieux et leur disposition aux 4 points cardinaux chez les Aztèques. Il y a donc 4 aspects du dieu Quetzalcoatl, le fameux serpent à plumes, et de Tezcatlipoca, c'est son adversaire à Quetzalcoatl. Il y a 4 aspects de Quetzalcoatl et 4 aspects de Tezcatlipoca. Ok? D'ailleurs, l'un illustre le visage bénéfique de choses, c'est Quetzalcoatl, tandis que l'autre évoque le visage défavorable. Il s'agit de Tezcatlipoca. 2 dieux qui semblent différents,
qui ne sont en réalité qu'un seul, mais qui se présentent sous deux formes différentes, sur deux aspects différents, parce qu'ils expriment deux natures, non pas différentes, mais qui s'expriment sur deux phases différentes du réel. Une pensée en mouvement. Vous voyez? C'est pas vraiment du polythéisme dans ces cas-là. C'est pas vraiment du polythéisme tel qu'on le conçoit. On se rapproche un peu de la théologie du cathénothéisme, doucement, doucement. Et celle de l'Inde ancienne et celle de l'Égypte ancienne. On découvre, ah mais il y a quelque chose de similaire. Ces deux dieux sont en réalité une seule et même divinité. C'est même pas moi qui le dis. C'est les textes aztèques qui le disent. C'est eux qui le disent. On va le voir après, hein. Elles apparaissent différentes selon le cycle du temps et de son positionnement quaternaire dans l'espace et de son attitude bonne ou mauvaise envers les hommes. Ce qui signifie que le polythéisme de ces peuples est plus une apparence qu'une vraie dichotomie entre les dieux. Hmm. C'est-à-dire que l'énergie a changé, donc la forme de ce Dieu-là a changé. C'est ce que cela signifie. L'intensité a changé, donc son apparence a changé. Son intensité est plutôt nocturne, donc sa phase est plutôt néfaste. Donc son apparition, sa forme, ses coutumes ne sont pas identiques lorsqu'elle est en phase diurne. Mais c'est la même énergie et c'est la même divinité qui change d'aspect et de forme et de couleur et de teinte. Ah, cela commence à prendre forme dans votre tête. C'est de cela dont il s'agit. C'est ça la théologie naturelle et c'est ça le cathénothéisme. C'est vraiment la doctrine de nos ancêtres, hein. Ok, ok. Peut-on induire l'idée maintenant du cathénothéisme, soit une divinité fondamentale qui se multiplie, qui se scinde, se théophanise au fur et à mesure du temps et de l'espace, tout en restant une en essence, dans les religions mésoaméricaines? C'est ce que je pense, profondément, hein. Dans ce cas, le polythéisme ne serait qu'une dégradation du cathénothéisme. Et aux dernières heures des anciennes civilisations, les hommes perdent le contact avec l'unité pour se fondre dans la multiplicité. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'écroulement, hein, des religions de l'Antiquité, avec l'avènement du christianisme. C'est un écroulement, une dégringolade du cathénothéisme. Et aux dernières heures, c'est le polythéisme qui primait et on avait perdu le contact avec l'unité, hein. Et c'est ce qui se passe. Et c'est un mouvement exactement naturel. C'est un mouvement naturel de perte de l'unité. L'énergie s'amenuise au fur et à mesure du temps. Les hommes perdent l'unité au fur et à mesure du temps, perdent le contact avec l'unité, et ils s'en éloignent, et ils commencent à être dans le jeu des apparences, et ils commencent à adhérer aux apparences, et ils commencent à ne plus voir l'unicité de toute chose, et ils se déploient dans la multiplicité, et ils s'enfoncent dans l'aveuglement, l'ignorance, la caverne platonicienne. On s'enferme, et le mental ne voit plus rien, et il est aveugle, et il tombe amoureux de tout ce qu'il voit. Voici présenter la philosophie de Platon. C'est ça. OK? C'est exactement ce qui est présenté là. C'est la même chose. C'est question d'énergie. Tout est énergie, très bien. La conscience est énergie, très bien. Mettons ça en pratique du point de vue historique, spirituel, religieux, et vous avez ça. Tout s'explique. Là, on a une histoire globale des religions, hein. OK. Dès lors, le cathénothéisme serait un héritage très ancien, disons une religion mère, bien que ça soit pas une religion, comme je vous l'ai signalé, et dont l'enseignement se trouve sur toute la surface du globe au même titre que la roue cosmique. Il se pourrait même que la théologie religieuse du cathénothéisme soit directement corrélée à l'enseignement de la roue cosmique dès l'origine. C'est ce que je pense. Les recherches restent à faire sur ce sujet. C'est bien de dire ça, ce que je pense. Maintenant, il faut le démontrer. Maintenant, il faut chercher. Maintenant, il faut montrer si c'est vrai ou pas. Ok? On n'est pas dans la croyance. On n'est pas là en train de proposer des choses à croire. On est là dans une quête de la connaissance et du savoir. Donc, on présente le savoir. Tout ça, c'est du savoir. Maintenant, il faut chercher si c'est au niveau du savoir, l'hypothèse est vraie ou pas, vérifiable également ou pas. Et au niveau de la connaissance, c'est-à-dire une expérience intérieure, si elle tient la route. Vous voyez? Voilà. Maintenant,
Le visage blanc, blanc, blanc que nous avons vu, ok, symbolise le dieu primitif, celui de dieu Tchak, symbolise le dieu primitif qui sort de l'Est et qui se teinte en rouge. Et donc le mouvement des couleurs, c'est le mouvement de l'intensité de la lumière. Ok, n'oublie pas que ce blanc, c'est la lumière nocturne du soleil, c'est la lune. C'est pour ça que c'est blanc. Ok, c'est l'image de la mort, hein, comme en Asie. En Asie, le blanc, c'est la couleur de la mort. Ok, chez nous, c'est le noir. Hein, voilà. Hein. Mais les couleurs, enfin, le codage des couleurs varie en fonction des cultures et cela évolue en fonction des civilisations. Une couleur peut changer et ainsi de suite. C'est pas très important parce que ça, c'est qu'il y a des apparences, mais la structure est identique. Ok, gardez en mémoire que le blanc, c'est la lune, c'est la mort parce que c'est nous sommes en présence de la lune dans le ciel. Et nous sommes en présence avec le soleil nocturne qui est la lune. Hein. C'est le soleil mort qui doit être ressuscité. Bon, donc cela se dirige vers l'est et ça se teinte en rouge. Maintenant, ce qui est très intéressant, dans la mythologie de Quetzalcoatl, eh bien, c'est un dieu blanc, parce que c'est un dieu de la mort aussi, qui est positionné au nord, et qui est un dieu rouge aussi, puisqu'il a quatre couleurs, n'oubliez pas, lorsqu'il se lève à l'est. Ok? Et dans les mythes, dont certains sont très évémérisés, je vais en parler juste après, c'est-à-dire qu'au lieu de voir ça comme une mythologie, on va lire ça comme une histoire. Donc on a réduit les dieux à des êtres et des personnages qui ont vécu. Ça s'appelle un processus d'évémérisation. Hein. Donc Zeus, c'était un être humain, Indra, c'était un être humain. Voici ce qu'est l'évémérisme. Ce sont plus des archétypes, ce sont plus des divinités, ce sont des êtres vivants, ce sont des êtres humains qui ont été divinisés de leur vivant. Voyez. Et c'est ce qui s'est passé pour Quetzalcoatl dans la dégringolade tardive du cathénothéisme où tout est devenu complètement incompris et on a rendu Quetzalcoatl un être, un personnage. C'est ce qui ont fait les premiers chrétiens à cette rencontre-là. Bon, le visage blanc de Quetzalcoatl symbolise le dieu primitif des origines. C'est ça que ça signifie en premier. Ensuite, il sort de l'Est, il va se teinter en rouge. Et le pire, c'est qu'il porte une barbe. Ok? Et ils sont imberbes, les peuples mésoaméricains. Ok? Mais pour les mésoaméricains, ce n'est pas une barbe. On le voit dans les illustrations, dans les glyphes. Ok? Parce que ça représente et ça symbolise les rayons solaires qui entourent le visage de l'astre. Donc, on fait des rapprochements entre des choses qui se ressemblent, les rayons solaires autour, je vais vous en montrer une, hein, des rayons solaires autour du visage et la barbe, parce que ça se ressemble. Mais ce n'est pas parce que ça se ressemble que c'est identique, que c'est semblable. Ça, c'est une projection d'une culture sur une autre, et voici comment nous tombons dans l'erreur d'une mauvaise compréhension d'une culture, une mécompréhension. Et nous sommes dans l'illusion du savoir, l'illusion de la compréhension. Oui, c'est ce qui se passe. Prenons le cas avec une illustration assez connue pour ceux qui s'intéressent aux civilisations précolombiennes, avec le dieu Viracocha. Là, on est c'est une civilisation pré-Inca. Ok? Voici le dieu Viracocha. Alors, Viracocha, c'est celui des Incas. Ok? Et elle vient de la cité de Tiwanaku. Et là, vous avez le dieu solaire à l'origine. Regardez la barbe. Ok? Qui semble, regardez, elle va jusqu'en bas, qui semble avoir une barbe, mais c'est pas du tout une barbe. Ok? Ok, c'est la coiffe du dieu solaire qui a été imagée également par la coiffe des plumes. Alors les plumes, c'est du soleil également que vous retrouvez chez les peuples premiers de Mésoamérique ou aussi d'Amérique du Nord et Amérique du Sud. Vous le retrouvez, c'est une coiffe emplumée, hein, très touffue, très très beau, très coloré. C'est la coiffe du dieu soleil. C'est la coiffe du dieu soleil. Et cette coiffe, c'est les rayons solaires. Et ils appelaient ça comme une barbe. Et ils ont vu la barbe chez les hommes blancs, voilà, ils sont visage blanc avec une barbe, ils ont reconnu chez eux
Viracocha, ils ont reconnu Quetzalcoatl, voilà. Et ensuite, tout le processus d'évémérisation s'est enclenché. OK? Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Enfin, c'est plus complexe, mais je vous résume. Donc l'évémérisme devient le code de lecture de certains de nos historiens alternatifs et archéologues indépendants, connus aussi sous le beau nom de chercheurs de vérité. Qu'est-ce que l'évémérisme? Il s'agit d'une théorie selon laquelle les dieux seraient des personnages réels, divinisés et sacralisés après leur mort ou durant leur vie. Il n'est donc nullement question de dieux ni de symboles à déchiffrer dans cette manière de lire les mythes et les récits historiques. L'évémérisme s'appuie sur une lecture littérale des mythes et des symboles au point où toute verticalité et spiritualité s'effacent devant cette compréhension et qui aplanit la conscience. Il n'y a que la ligne de l'histoire qui existe maintenant. Il n'y a plus d'expérience spirituelle. C'est des êtres vivants. L'évémérisme se couple aussi avec la théorie des anciens astronautes. Les dieux sont des extraterrestres venus civiliser les hommes à l'aube de leur histoire. Ils n'ont cessé d'intervenir durant les millénaires et ils continuent encore aujourd'hui. Cette théorie estompe, quant à elle, toute disposition mystique et expérience transcendantale avec les divinités, puisqu'elles sont des extraterrestres. Donc la première partie, l'évémérisme, pas de spiritualité dedans. Puisque c'est un contact linéaire, c'est de l'histoire. Ah, c'est des êtres humains. Ah, pardon, excusez-moi, je me suis trompé, c'est des êtres humains. Ok, il n'y a pas de spiritualité, oui, c'est vrai. Il n'y a pas de vraiment. Non, non, c'est vrai, oui, c'est vrai. Pardon, c'est linéaire, c'est vrai. Pardon, excusez-moi, on s'est planté. Et si on intègre ça à la théorie des anciens astronautes qui se couple à l'évémérisme, dans ses visions alternatives, Hmm, alternative, pardon, excusez-moi. Eh ben, ce sont des extraterrestres. Ah, c'est linéaire aussi. Ah, pardon, excusez-moi, il n'y a pas une transcendance, une spiritualité, une verticalité de l'être. Ah non, c'est vrai, on est une coque vide, sans expérience. On n'a rien à l'intérieur et les hommes sont trop stupides pour comprendre que ils ont affaire à des extraterrestres et ils ont divinisé les êtres, des êtres humains. Voilà. Donc, adoration d'extraterrestres, voilà. Oh, ils sont venus apporter la connaissance. Par conséquent, l'évémérisme ne comprend ni les subtilités des symboles, ni le langage du mythe, ni les expériences mystiques dites spirituelles. On comprend rien, on comprend absolument rien. Donc ils n'ont rien à nous dire sur la spiritualité, et y compris la théorie des anciens astronautes. Tous ceux qui disent ça ne comprennent absolument rien, je le répète, sur la subtilité des symboles, le langage du mythe et les expériences mystiques dit spirituel. Donc, j'appelle mystique, en vérité, toute expérience de l'intériorité. OK? C'est juste un terme pour qu'on puisse intégrer ça dans un schéma. OK? Voilà. Bon, maintenant que cette affaire est faite, revenons à la roue cosmique. La roue cosmique dessine un cercle de 360 degrés. Ah, on intègre une nouvelle notion. Un cercle fait 360 degrés. On pourrait dire que, ah, mais c'est moderne tout ça. Mais pas du tout, puisque c'est eux qui le disent dans leur calendrier. On va voir ça. La roue cosmique dessine un cercle de 360 degrés et formule l'écoulement du temps annuel. Donc vous avez vu les quatre saisons, les quatre points cardinaux, et ils ont fait un calendrier de 360 jours. D'accord, les 5 jours restants de l'année sont mis à part. C'est comme ça que c'était comptabilisé pour faire 365 jours. Donc la roue cosmique exprime bien une roue solaire, celle-ci, mais on va comptabiliser 360 jours et 5 jours en dehors de ça. Comment se fait-il? C'est un calendrier, ça, d'accord? C'est un comput du temps qui se coule durant l'année. Comment ça se fait que le même système cyclique du temps, son découpage en 4 parties, 4 soleils ou 4 âges de l'humanité, et son cercle annuel de 360 jours se retrouve de part et d'autre de la Terre et auprès de civilisations si éloignées par le temps et l'espace? Comment est-ce possible encore? Comment est-ce possible? Vous voyez, c'est la grande question. En effet, les Mayas et les Aztèques comptaient dans leur calendrier 360 jours et plaçaient
les 5 jours en dehors de celui-ci, tout comme les anciens Égyptiens. Et on intègre l'Afrique dans la roue cosmique. L'Afrique, les anciens Égyptiens connaissaient la roue cosmique, connaissaient ce partage en quatre, les deux visages d'une divinité, les quatre et ainsi de suite, ce codage mathématique, l'enseignement en cathénothéisme. Mais en plus, ils connaissaient le même calendrier de 360 et les 5 jours mis à côté. Nous retrouvons donc le même cercle de 360 jours en Inde ancienne et qui formule le système cyclique du temps chez eux. J'invite à aller voir ma vidéo sur le cycle cosmique en Inde, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, pour vérifier ce que je suis en train de dire. C'est un cycle annuel de 360 coupé en quatre, soit les quatre âges de l'humanité. La présence de la roue cosmique auprès de différentes civilisations pose question sur l'origine et l'histoire de cette doctrine. À la fin du comptage de 360 jours du calendrier annuel aztèque, qui comptabilise 18 fois 20 unités, c'est ainsi qu'il découpait les 360, 4 parties, et ensuite le comput intérieur, 18 fois 20, 360. Les Aztèques complétaient la série par 5 jours néfastes, les 5 jours à côté. Le calendrier annuel égyptien comptait 360 jours. Et il était constitué de 12 mois de 30 jours. On l'a hérité de ce système-là, du calendrier. Il était complété par 5 jours qu'on appelle épagonèmes. C'est durant ces 5 jours que naquirent les 5 divinités très connues des Égyptiens: Horus, l'Ancien, Osiris, Seth, Isis et Nephthys. Quand on parle d'Horus, ce n'est pas Horus l'enfant, c'est Horus l'Ancien. Il ne faut pas faire l'erreur. Donc je répète: Osiris, Horus l'Ancien, Seth, Isis et Nephthys. Comment est-ce possible? Le même système de calendrier, le même système de comptabilisation, de 360, de coupe. Comment est-ce possible en Égypte et en Mésoamérique? Vous voyez la distance. À nouveau, migration, partage de connaissances, ce que l'histoire nous dit rien sur ça. Comment est-ce possible? Maintenant, on va parler de l'Éden perdu. À la roue cosmique, il y a l'omniprésence de la conception de l'origine de la vie au sein des grottes. Le maïs n'exprime pas seulement l'idée du grain contenu par cette plante, il symbolise la source de vie pour le peuple maya. C'est c'est le symbole de la vie. Hmm. À nouveau, cette idée se retrouve dans de multiples civilisations anciennes comme celle de la Mésopotamie ou encore l'Égypte ancienne. Les mythes du Moyen-Orient ancien racontent que la source de vie, que figurent les semences des céréales, proviennent du monde souterrain. C'est ce que dit exactement les peuples mésoaméricains. C'est en ce lieu que sont stockées les précieuses graines de toutes les plantes. Et c'est également en ce lieu que se tient le Dieu préposé au jardin paradisiaque de l'éternel printemps. C'est-à-dire un printemps qui ne bouge pas. S'il se nomme Enki en Mésopotamie, il est nommé Quetzalcoatl au Mexique. Enki gouverne le paradis mésopotamien, le Dilmun, c'est l'Éden, pays de l'immortalité, de l'éternelle jeunesse et du printemps perpétuel. Quetzalcoatl est une autre figure du dieu Tlaloc, donc du dieu Tchak dont on a parlé, dieu de la pluie et de la foudre chez les Aztèques. Hmm. Il réside à l'est, au Levant. Bah oui, le nord, c'est la source, c'est là où se situe en réalité le monde souterrain. C'est Xibalba, ce que vous voulez, c'est là, c'est le blanc. Et hop, on bouge, d'Extrogir, c'est l'est. C'est l'Est. Et ici se situe l'Éden. Pour toutes les cultures dont je viens de vous citer là. Mésopotamie, ok, Quetzalcoatl, peuple mésoaméricain, l'Éden, le paradis se situe à l'Est. Parce que c'est ici que les semences prises du monde souterrain vont être ensemencées, nourries par un dieu de la fertilité, de la pluie, de la fécondité, qui est complètement relié au dieu de l'eau, du tonnerre, donc Tchak pour les Mayas, Quetzalcoatl ou Tlaloc pour les Aztèques. C'est Enki pour les Mésopotamiens.
et ainsi de suite. Et ça se situe à l'est. Vous voyez? Donc, c'est le paradis. Donc, il y a une logique, hein, mythologique sur la disposition même des cités et des lieux que l'on considère comme mythiques. Donc il est très important maintenant de ne pas intégrer un délire, un fantasme dans cette structure, parce que cela montre encore une fois que nous ne comprenons pas l'enseignement qui est proposé par ces civilisations-là. Donc lorsqu'on invoque Mu, lorsqu'on invoque la civilisation Mu, la civilisation lémurique qui n'ont jamais existé dans ce système-là, c'est qu'on n'a absolument rien compris de l'enseignement proposé et qu'on ne respecte pas ce qui est dit et on ne fait que des projections de ses propres fantasmes. On est dans l'illusion du savoir. La deuxième vidéo, ça c'est la première, la deuxième vidéo va se charger d'expliquer l'illusion du savoir et pour quelles raisons il est important de s'en défaire. Hmm. Donc, le dieu de la fertilité et de la fécondité sont les mêmes, ils sont situés à l'est et ici se situe le mythe du jardin paradisiaque de toutes les cultures du monde, y compris pour les Égyptiens, les Mésopotamiens, les peuples indo-européens, toujours là. Hein. Le Tir Nanog des Celtes, par exemple, hein, c'est l'Éden celte, ceux d'Irlande, ben, il est situé à l'est également. Faut passer par l'ouest, faut traverser le monde souterrain pour le retrouver à l'est. Parce que c'est une roue, c'est le chemin du soleil. Ok, le soleil se lève à l'est, il va en plein sud, ensuite il se couche à l'ouest, et il rentre dans le monde d'en bas. C'est le monde souterrain. Donc il traverse, il se transforme, il disparaît parce qu'il meurt. C'est ainsi que le mythe du soleil qui se meurt est présent dans toutes les cultures. Il rentre dans le monde souterrain pour être régénéré. Il est au nord. C'est vraiment une position astronomique, hein. C'est une observation, ça. Hein. C'est une théologie naturelle. C'est la position réelle des astres et du mouvement du cosmos. Et il ressort à l'est régénéré. Régénération, fertilité, fécondité, l'Est. C'est le soleil Invictus des Romains. C'est Mitra, hein, de, 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 de l'ancienne initiation mitraïque, hein, qui est d'origine perse, tout ça. C'est la même pensée fondamentale. C'est la même chose. Ok. Bon. Quetzalcoatl est une autre figure du dieu Tlaloc, dieu de la pluie et de la foudre chez les Aztèques, et nommé Chac par les Mayas. Il réside à l'est, au levant du monde, lorsque Quetzalcoatl réémerge du monde souterrain pour faire germer les graines. Il est allé les chercher dans le monde souterrain et il les a pris avec lui et il les a fait germer à l'est, ok, et qui sont assimilés aux essences de vie. Aux essences de vie. On parle de l'énergie vitale aussi derrière tout ça. Hein. Le dieu de la pluie n'est autre que celui de la fertilité, de la fécondité. Il ensemence la terre comme il plante les âmes des êtres vivants sur terre et il les nourrit. L'origine de la vie se situe à l'est pour les anciens. La chute se situe à l'est pour les anciens. On provient tous de l'est. L'est, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre en tant que ah, on vient de l'est. Cela devient le symbole de l'origine de la vie, comme l'ouest devient le symbole de l'origine de la mort, lieu de mort. Hmm. Donc, pour être régénéré, les mythes vont toujours faire référence à l'ouest, et pour toujours sortir d'une chute ou d'une sortie du monde de la lumière, c'est l'est. C'est le mouvement de la roue cosmique. La mythologie explique l'origine de l'être humain également. L'âme humaine, hein. Ah oui, c'est dans ça. Hein, c'est dans ça. Ok. Ainsi donc, tout ce qui existe sur notre terre provient du pays du Levant, dénommé Tlalocan par les Aztèques. Tlalocan, ça dérive du dieu Tlaloc, le dieu de la pluie, la fécondité, hein, et ainsi de suite. L'éternel printemps et tout de suite. Tlaloc, Tlaloc. Le pays s'appelle Tlalocan. Ok? Et les Aztèques portent ce nom parce qu'ils proviennent du pays d'Aztlan. C'est comme ça. Hein. La particularité de la langue nahuatl, c'est quand vous entendez le terme an à la fin, c'est la localité, et quand vous entendez tek ou ek à la fin, c'est un peuple. Ol, mek, tol, tek, as, tek. Vous voyez? Tek, 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 ek, ek. Ça veut dire le peuple. C'est vrai, c'est ça. Maintenant, quand on va parler de pays, on va parler de an à la fin. Tlalocan. Hein. Et le pays de la mort s'appelle Mictlolan. An, vous l'entendez. Ok. Mictlolan, c'est la même chose que Xibalba des Mayas.
Ok. Maintenant, le Tlalocan, qui est situé à l'est, le paradis éternel des Aztèques, et des Mayas aussi, hein, se situe là, eh bien, c'est le Dilmun des Mésopotamiens. Le Dilmun, c'est le terme mésopotamien hein, pour parler du pays d'Enki, le jardin de l'Éden. Le terme Éden est d'origine mésopotamienne, même la mythologie. Mais elle est plus globalement, c'est partagé par toutes les civilisations du Moyen-Orient, tout ça. Donc dire que c'est pompé facilement, oui, les Hébreux ont pompé sur la mythologie mésopotamienne. Non, non, c'était une mythologie partagée par l'ensemble des peuples du Moyen-Orient. Après, on peut emprunter des termes à une civilisation qui domine la culture de l'époque, comme la Mésopotamie le faisait à l'époque, ou les Cananéens, qui sont une autre culture, forcément, comme aujourd'hui les Américains ou d'autres cultures, influencent notre langage. Hein, ben c'est même notre pensée et tout. C'est la même chose pour les anciens. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose de partagé. Hein. Les Français partagent une même pensée que les Américains, par exemple, parce que c'est la même culture. Mais on peut partager des pensées, des idées et des termes. Ça veut pas dire, ah, ça vient tout de là-bas. C'est une pensée très simple, il veut dire ça. Donc, le Moyen-Orient avait des mythes communs et selon la culture qui dominait de l'époque, empruntait les noms de la culture dominante. C'est ce qui s'est passé pour l'Éden, hein, le terme Éden, qui est d'origine mésopotamienne, qu'on retrouve aujourd'hui dans la Bible. Et beaucoup de mythes comme ça. Ok? Donc c'est très simple de dire, ah, c'est emprunté, machin, ils l'ont volé. Pensée simpliste, hein? Faut qu'on soit clair. Plus complexe, plus complexe. Maintenant, le dieu de la fertilité, de la fécondité, de l'abondance, Tlaloc, Tchak, Quetzalcoatl, c'est le même, réside au Levant, dont le pays, dont le nom du pays dérive directement de son nom, Tlalocan, en Nahuatl, comme je vous l'ai cité. Maintenant, on va faire une citation, ok, pour vous montrer qu'il y a des descriptions du Tlalocan chez les Aztèques, pour vous montrer ce paradis mésoaméricain. Alors, les descriptions sont d'origine, je vais agrandir ça. Les descriptions sont d'origine aztèque, très bien, dans les textes qui parlent de cette civilisation-là, mais en vérité, c'est une origine très lointaine, parce qu'on le retrouve dans d'autres cultures mésoaméricaines. Citation. C'est la terre des substances, la terre des fleurs, la terre de la richesse et de l'abondance. Là pousse le cacao, le teonacatzli et le caoutchouc. Là pousse le magnolia et toutes sortes de fleurs. On y trouve toutes sortes d'oiseaux au plumage précieux, le zacuan, le tlahuaquechol. On y trouve les perroquets et l'oiseau quetzal. Alors l'oiseau paradisiaque par essence, hein. Il y a du jade et du turquoise, de l'or et de l'argent. En vérité, c'est un bon endroit. Et voici la source, Florentine Codex. OK? Florentine Codex. Bon, nous découvrons le Tlalocan, esquissé sur les murs des temples, les codex, quant à eux, ne cessent de l'évoquer et d'en décrire la splendeur. Sur les murs de la monumentale cité de Teotihuacan, on est bien avant la civilisation des Aztèques, hein. Ok, bien avant la civilisation des Aztèques. Nous pouvons observer des fresques reflétant le Tlalocan. On est à environ à 2000 ans. 2000 ans. Ça remonte à 2000 ans, cette civilisation-là. Ok, regardons les hein, magnifiques esquisses que nous retrouvons à Teotihuacan, qui sont aujourd'hui au musée de Mexico, bien sûr. Voici le Tlalocan. Tout ce que vous voyez là, sur ce mur, c'est le Tlalocan. Le Tlalocan. Et on va faire des petits zooms pour que vous puissiez voir le paradis présent à Teotihuacan. Ok? Donc c'est une fresque illustrant le Tlalocan à Teotihuacan. Regardons, regardez, voilà. Vous voyez bien, ça c'est une illustration du paradis chez les Mésoaméricains. Les papillons, le papillon qui est le symbole de la Renaissance hein, chez eux. Hein. Alors, ils sont là, disons, je veux citer un peu tout ça, ils sont en train d'être dans une eau vive, une eau partagée, ça c'est l'eau, ça. Vous voyez, ils sont en train de pêcher, ils sont en train de manger, ils sont en train de vivre, ils sont heureux, c'est le paradis, danser, en train de chanter. Ok. Un autre détail de la fresque, alors celui-ci, je le trouve majestueux, c'est le dieu Tlaloc. Le dieu Tlaloc sur une fresque à Teotihuacan. Il est majestueux. Regardez le jade, la couleur de vie. Là, c'est la couleur de la vie.
Vous avez là la couleur de l'énergie vitale. OK? Bon, pour ceux qui connaissent pas la cité de Teotihuacan, vous la connaissez parce que sa pyramide est extrêmement connue. Donc regardez bien la taille des gens, ils sont là en train de monter sur la pyramide. Elle est monumentale, là. Regardez la taille des gens, voici. Vous êtes à Teotihuacan. Et les fresques ont été découvertes là. Aujourd'hui, elles sont au musée de Mexico, OK? Regardons sur un autre aspect. Teotihuacan, hein, très 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 belle ville. Voici, voilà. C'est ici où on a découvert ces belles fresques. Voilà. On continue notre lecture. On va continuer. OK. Bon, bien évidemment, il portait un autre nom, ce dieu-là, Tlaloc. À Teotihuacan, ok? Puisque cette cité précède de loin la civilisation aztèque. Dans un décor tropical, des hommes chantent et dansent, des papillons volettent, d'une montagne s'échappe un cours d'eau, je vous l'ai montré, hein, qui s'épanche dans un lac. Non loin des animaux fantastiques, des oiseaux exotiques forment en un entrelac de cours d'eau et de plumes vertes, le paradis. Le missionnaire Bernardo de Sahagún, compilateur de récits mythiques de la vie sociale aztèque de son temps, relate le pays de Tlalocan en ces termes. Et on va encore, hein, faire une citation. On y va. Les âmes des morts, frappées par la foudre, noyées ou par une sorte de mort liée à l'eau, arrivèrent. C'était le Tlalocan, un lieu de délices, de joie perpétuelle entre rivières et sources abondantes, pardon. Il y avait toutes sortes d'arbres fruitiers en production permanente. Il y avait une abondance de maïs, de haricots, de chia et toutes sortes de nourriture dans ce jardin de délices. Les âmes passaient une existence de jeu et de repos sous les arbres en compagnie de joyeux camarades et de toutes sortes de délices à portée de main. Fin de citation. Alors, vous remplacez toutes ces descriptions du Tlalocan, vous remplacez juste certaines descriptions, le maïs, le haricot qui étaient propres à cette culture-là, le tlalocan, vous remplacez quelques termes. Le nom, vous y mettez à la place les références mythologiques de chaque civilisation concernant le paradis, c'est la même chose. Description du paradis chez les Celtes, le Tir Nanog par exemple, c'est la même chose. Le Dilmun des Mésopotamiens, c'est la même chose. L'Éden dans la Bible, c'est la même chose. Celui de Punt des anciens Égyptiens, c'est la même chose. C'est la même chose. Et où se situe ce paradis? À l'est, il y a bien, encore une fois, une source commune à cette pensée commune. Eh ouais. C'est l'exact parallèle de la description du pays de Punt, des anciens Égyptiens, le paradis, du Delmon mésopotamien, ou encore de la terre, de l'éternel printemps, parce que c'est ça l'éternel printemps. Faut bien le saisir. Pourquoi? Parce que l'Est est associé au printemps. L'Est est associé au printemps. Donc forcément, le paradis se situe dans un éternel printemps. Hein. Le nord, c'est l'hiver, par exemple, dans la position des 4 points cardinaux saisonniers. Le sud, c'est l'été. Voyez? L'ouest, c'est l'automne. Ah, d'accord. C'est une logique. Ok. Et maintenant, la terre de l'éternel printemps du dieu Chronos, Saturne, dans les mythologies latines, par exemple, pardon, bah, c'est une reformulation propre à l'environnement naturel et à leur référence propre à leur agriculture. C'est la même chose. Tlalocan est le pays de l'immortalité. Rien ne dépérit. On y trouve également les immortels. Voilà, vous les avez vus. La vitalité, l'essence vitale, l'énergie vitale, le chi, le prana, le pneuma sont exprimés à travers une pierre chez les Mésoaméricains, le jade. Hein, le Quetzalcoatl que vous avez vu, le Tlalocan, cette espèce de dieu qui est présent à Teotihuacan, et vous l'avez vu, florissant, regardez en face comme ça, rempli de verdure, couleur verte, émeraude. Hein, c'est même la couleur de l'oiseau Quetzalcoatl, c'est la couleur de l'oiseau Quetzal, on va le voir plus tard. Hein. C'est la couleur du jade, la pierre. Quetzalcoatl porte la couleur verte, qui pour les Aztèques et Mayas était la couleur de l'eau et de la fécondité d'une manière générale. C'est la fécondité végétale, la force vitale du monde animal. C'est la couleur de la fécondité et de la fertilité.
c'est la couleur de l'énergie vitale. C'est la pierre de l'énergie vitale. La luxuriante fécondité des forêts, la vitalité sexuelle et la couleur de l'eau étaient apparentées à l'énergie que véhicule le sang chez les hommes, le liquide, hein, couleur. Pas la couleur pour l'instant, mais le liquide, hein, la fluidité. La mythologie du jade explique que par l'axialité de la pierre précieuse, le jade, elle est située au centre du flux de distribution de l'énergie et par sa correspondance avec le cœur humain, qui est situé au centre chez les Aztèques et les Mayas, qui contient le liquide précieux du sang, et le centre du monde créé. L'homme qui a surgi en ce monde, tel l'eau de vie du monde souterrain, se transformera en être céleste après sa mort. Hein, le rapport avec le papillon est souligné dans la mythologie aztèque régulièrement et dans d'autres traditions orales. C'est pour ça qu'il y a des symboles de papillons certaines fois dans des statues à cause de ça. Pour les peuples mésoaméricains, le jade est une pierre vivante. On pourrait dire qu'elle est l'âme de la terre au même titre qu'elle est l'âme de chaque être vivant. Pierre de vie. Le jade est associé à l'eau de pluie et au maïs, les piliers de la civilisation mésoaméricaine, dans les grottes également. Le serpent, le jade, le cœur humain, le centre, l'ombilic, la pluie, la mer, l'eau, l'essence vitale, les graines des plantes, la sève des arbres, le sang humain élaborent tout un réseau symbolique dans lequel chaque partie se renvoie mutuellement. Il serait très fécond au niveau historique de rapprocher la mythologie du jade des Mésoaméricains à celle des Maoris et des Chinois, mais aussi des peuples mégalithes, puisque chacun d'eux place le jade au centre du monde et partage l'idée que cette pierre symbolise la vitalité du cosmos et de l'âme humaine. Il est donc tout à fait normal de découvrir des parures de jade et des masques de jade dans les tombes mayas. La sépulture du roi Pakal à la cité de Palenque est à cet égard très significatif. Le jade est la marque de l'essence vitale de Xibalba et de la promesse de renaissance au pays de l'éternel printemps. Si le monde souterrain se révèle être le lieu de la mort et de la régénération, contrée également de la dissolution des éléments du monde et de leur stockage et de leur réactivation, tant pour les Mésoaméricains que pour les anciens Égyptiens, l'orientation de l'Est marque quant à elle l'emplacement de leur germination, de leur croissance, de la fertilité, de la saison printanière dont la durée est éternelle. Donc, mort, on va vers l'ouest, on rentre dans le monde souterrain, on se dirige vers le nord, tout est dissous, parce que c'est le monde souterrain, tout est avalé, tout est détruit. Vitalité complètement amenuie jusqu'à sa petite flamme, qui ne reste que ça. Ensuite, à partir d'un reste, hein, va naître la future vie, et c'est une graine, c'est un germe, c'est une essence à partir de là, et ça peut être une âme, ça peut être une plante, ça peut être un minéraux, ça est symbolisé par la mort des éléments, c'est les cendres, et à partir de là, on tire ça, le dieu de la mort et celui de la vie également, hein, ça peut être une déesse aussi, hein. Donc on tire ça, et ça va être symbolisé par son extirpation du monde souterrain, le voyage du monde souterrain qui se dirige vers la sortie de la caverne, et c'est l'Est. Et l'Est, il y a une sortie, et la lumière commence à jaillir, il y a un paradis qui s'installe, et là on plante pour que le dieu de la fertilité commence à faire croître tout ça, il y a un paradis. Alors vous pensez que c'est un mythe, vous pensez que c'est un langage symbolique qui n'a rien à voir avec une réalité spirituelle, donc juste un plan explicatif d'une façon de concevoir le monde, ce n'est pas vrai. Toute expérience spirituelle voit l'envers du monde et découvre l'envers mythique du monde. Si la vie des hommes est une histoire sur la face linéaire du monde, l'envers, donc il y a le revers et l'envers du monde, ok, est mythique. Et ce que nous sommes en train d'expliquer existe sur le plan mythique. Et nous pouvons le voir dans les expériences dites mystiques ou spirituelles. L'existence de ces lieux-là. C'est la raison pour laquelle il est important de respecter ces lieux-là, selon les dires,
parce que l'expérience mystique vient confirmer ce qui est dit. Et on découvre, c'est l'envers de notre réalité. Nous vivons sur une réalité double, hein, un revers et un envers, si vous voulez, ou un vert ou un envers. Et à partir de là, dans cette réalité double, c'est les deux phases de la roue cosmique, la phase diurne et la phase nocturne, la phase extérieure et la phase intérieure, la conscience et l'inconscient. Vous voyez. Donc, le langage mythique explique la réalité du monde dans le monde invisible. Mais on ne le voit pas et on pense, ouais, c'est des choses comme ça. D'accord? Bon, maintenant, maintenant, j'invite les spectateurs à visionner ma vidéo consacrée à Toutmoses 3 pour comprendre le lien que nous pouvons faire et que nous pouvons établir entre la mort et la régénération d'Osiris au sein de la Touat et celle des êtres vivants dans la mythologie maya et aztèque avec cette présente vidéo. On va faire une citation. Ok? Citation. Ok. Et alors les dieux se réunirent. Ils demandèrent: qui vivra donc sur la terre? Car le ciel a été créé et maintenant la terre. Ô Dieu, qui donc habitera la terre? Alors Quetzalcoatl se rendit au Mictlan. Je l'avais dit tout à l'heure, le Han, c'était une localité. Bah, c'est le nom du monde souterrain chez les Aztèques. C'est la Xibalba. Il s'approcha de Mictlantecuhtli et de Mictlantecuhtli, ce sont les deux dieux du monde souterrain dans la culture aztèque, et leur dit: je viens chercher les eaux précieuses dont tu as la garde, je viens les prendre. C'est Quetzalcoatl qui vient dans le monde souterrain chercher les eaux des morts pour ressusciter ou donner vie à ces eaux-là. Il ramassa les eaux, les lia et les emporta au Tamoanchan, qui est situé au Levant. Alors ça, le Tamoanchan est très intéressant, hein, c'est le pays de l'éternité, hein, le Tamoanchan, de la non-dualité exactement. Quetzalcoatl fit saigner son membre dans le récipient une terrine. Vous avez le liquide précieux d'un dieu. N'oubliez pas que c'est du jade, de l'eau de vie. Nous sommes avec l'eau, nous sommes avec le dieu qui va faire ressusciter les morts ou qui va redonner vie aux êtres morts dans un paradis éternel ou redonner vie et donner vie à un nouveau cycle de l'humanité ou toute chose qui existe sur terre. Les dieux en firent de même. Ils dirent: ô Dieu, les Messehals, ce sont les hommes en tant que serviteurs du Dieu, tous les êtres humains, ce sont les Messehals, sont nés, car grâce à nous, ils ont fait pénitence, les dieux. Et voici la source. Fin de citation. Alors, derrière tout ce petit mythe que je viens de vous raconter, il y a une immense symbolique. Bon, n'oubliez pas que le sang, c'est la couleur, enfin, c'est le liquide qui compte. On va pas parler de la couleur pour l'instant. C'est le liquide, c'est associé au jade, au vert, à l'essence vitale, hein. Donc, le Dieu donne son essence vitale à des eaux, à la mort. Il est dans le pays des morts. Il prend les eaux qui symbolisent la fin de toute chose et il va donner sur trois niveaux différents de lecture la vie. Lorsque ce sont des âmes mortes, l'après-vie, elles vont rentrer dans le pays de l'éternel printemps. Il va régénérer ces êtres-là pour que ces êtres puissent revivre. Deuxième niveau, tous les êtres qui existent sur cette terre ont eu ça. Ok, ah, on descend sur terre, on passe par le monde souterrain avant de naître sur terre, et il se passe le même processus. Il nous donne vie. C'est Quetzalcoatl. Tout ce qui vit sur terre provient du dieu Quetzalcoatl. C'est un dieu créateur. Et dernier niveau, c'est l'initiation également, c'est lié à ça. Hein. Faut traverser le monde de la mort pour vivre à ça. C'est le dernier niveau. Mais il est associé aussi au cycle cosmique. Lorsqu'un monde s'écroule, un des soleils, un des âges, il rentre dans le Mictlan, il rentre dans l'âge sombre, il se dissout jusqu'à devenir cendre, et à partir des cendres, qui ici ce sont des eaux, on retire une nouvelle essence vitale qui va être régénérée, revitalisée, et naissance d'un nouveau soleil. C'est comme ça que toute la roue cosmique fonctionnait à l'époque et était comprise par tout le monde. Ok. Le monde souterrain se situe au nord selon l'orientation astronomique, tandis que le paradis verdoyant se tient à l'est. Très bien. Pour quelle raison l'est indique le lieu de l'éternité, de l'immortalité et du jardin paradisiaque?
Je vous l'ai déjà signalé, parce que le soleil se lève à l'est. Par conséquent, c'est en cette direction qu'émergent du monde souterrain les essences de vie et qu'elles prennent forme. Dans les mythes mésoaméricains, les êtres humains sortirent de dessous terre du Levant, au Levant comme ça, hop. Pareille idée est formulée en Égypte, en Mésopotamie et dans la Bible. Adam fut chassé de l'Éden et apparut sur la surface du monde au Levant. Il y a donc à nouveau un héritage d'une ancienne doctrine qui se perd dans la nuit des temps et que nous pouvons retrouver chez les Mayas et les Aztèques et dans l'ancien Moyen-Orient. Le circuit de la roue cosmique continue ensuite vers le sud et se termine à l'ouest, le lieu où le soleil se couche. C'est le signe distinctif de l'entrée au pays des morts, donc au monde souterrain. L'est est synonyme de vie et l'ouest, celui de la mort. Maintenant, vous avez compris ce système-là, on va parler de la montagne cosmique, la fameuse pyramide. À cette doctrine partagée par de nombreuses civilisations, il nous faut ajouter celle de la montagne cosmique imagée par une pyramide, c'est-à-dire une construction humaine ou bien réellement signalée par une montagne dans l'environnement. Donc un édifice construit par les hommes ou une vraie montagne. En Inde ancienne, la mise en ordre du cosmos équivaut à la construction d'une bâtisse verticale et étagée en plusieurs strates. Ce qu'ils sont en train de construire, c'est la montagne cosmique. Les étages symbolisent les différentes strates du réel, soit les multidimensions. En Mésopotamie, on appelle ça une ziggourate. Ok. C'est une montagne artificielle, construite par les hommes et qui exprime la structure et la mise en ordre du cosmos. En Égypte, on appelait ça une pyramide. Hein. De même pour les civilisations mayas et aztèques. C'est une même pensée qui s'exprime à travers différentes cultures. Sous la montagne artificielle se tient le monde souterrain. Donc imaginez la montagne, en dessous il y a le monde souterrain, la Xibalba. C'est la raison pour laquelle il est fait mention d'une tombe sous les pyramides égyptiennes, qui est également une chambre de régénération. La Douate se compose d'eau, de même pour Xibalba. C'est aquatique. Le royaume de Xibalba, c'est un royaume aquatique, comme toutes les cultures l'enseignent d'ailleurs. Le monde souterrain est de nature aquatique. Les Patalas, décrits dans les textes sanscrits, aussi, ce sont des royaumes aquatiques, c'est le royaume souterrain. Hein. Et le royaume d'Enki, en Mésopotamie, c'est un royaume souterrain et aquatique. Toujours associé à l'eau de vie aussi, mais aussi à l'eau saumâtre. Au-dessus s'érige le monde des hommes, celui de la matière dense. Et encore au-dessus, vous voyez bien que c'est étagé, s'élève le ciel bleu azuré où, où vivent les dieux. Ok. Trois mondes bien distincts. Vous voyez bien, trois mondes bien distincts. Des trois mondes de cultures. Il y a trois mondes étagés dans toutes les cultures connues et qui se superposent les uns sur les autres. La construction pyramidale est censée exprimer cet ordre du cosmos. Ok. Il n'est pas rare de trouver des grottes et des courants d'eau sous les pyramides mayas et d'autres civilisations précolombiennes. Par exemple, un tunnel d'eau a été découvert sous la tombe du roi Pakal à Palenque. Une rivière souterraine a été constatée aussi sous la pyramide de Kulkulkan à Chichen Itza. À Teotihuacan, je vous l'ai montré, sous la pyramide du Soleil. Un tunnel conduisant à une grotte fut mis à jour, etc., etc. C'est-à-dire maintenant, imaginez-vous bien, que l'architecture est pensée comme étant mythique et qu'on voit à travers l'architecture des symboles, des mythes qui sont véhiculés dans des textes aussi. Ok. Et lorsqu'on fait le parallèle, on peut comprendre la structure qui sous-tend l'architecture des bâtiments, la pensée hein, théologique qui sous-tend l'architecte, si vous voulez, les bâtisseurs. Si nous remontons plus loin dans l'histoire, à l'époque glaciaire, ça va être intéressant ce que je vais dire, nous pouvons pressentir que les grottes préhistoriques étaient comprises comme étant la demeure des défunts aussi, mais aussi le lien où germent et émergent les êtres vivants. L'entrée de la grotte est celui de l'inframonde,
Pénétrer en son sein revient à réintégrer le ventre de sa mère, car la terre est semblable à une mère qui engendre ses enfants, soit tous les êtres vivants. C'est pour ça que c'est une déesse, la mère. La terre est une déesse à cause de ça. L'association d'images et d'idées. Dans les grottes préhistoriques, il est courant de voir des dessins d'animaux. L'association grotte et monde aquatique peut être mise en évidence par la présence de courants d'eau au sein des grottes préhistoriques ou bien simplement par l'humidité du lieu. On fait juste une observation, d'accord? On n'est pas là en train de dire c'est comme ça. On observe, on voit qu'il y a des parallèles. Maintenant, il faut rechercher les pistes, si elles sont vérifiables ou pas. Lorsque nous prêtons attention au sens figuratif de ces animaux, ils apparaissent comme des êtres qui sortent de ce lieu sombre et humide. Sombre et humide. N'oubliez pas qu'il n'y avait pas de lumière, hein, qu'il n'y avait absolument rien, que la seule lumière, c'était les torches. Il y a encore les traces des torches dans les grottes d'ailleurs. Et c'était difficile d'accès pour certaines parties des grottes. Et on voit qu'ils ont dessiné sous des torches. Hop, ils les ont positionnés pour peindre. Et cela donnait des reflets, hein, avec, disons, la porosité, la matière, la texture et les formes de la pierre. Ils ont joué comme si c'était un monde imaginal qu'ils étaient en train de dessiner. Nous, lorsqu'on observe, on a toutes les lumières. Mais il faut bien comprendre qu'il y avait un jeu d'ombre et de lumière et qu'ils jouaient avec les formes qu'ils observaient au sein de la pierre. C'est une pensée dynamique, encore une fois, en dynamique, c'est une pensée en mouvement et en plus, in situ, c'est une pensée qui épouse la matière qu'il est en train, enfin l'homme préhistorique faisait ça dans la matière, il épouse la matière qu'il est en train de faire comme si c'était un prolongement de lui-même. Il est dans son espace imaginal. C'est vraiment ce que je vois, hein. Mon espace imaginal. Très bien. La grotte esquisse le monde originel des êtres vivants, du lieu de naissance du soleil et dans une plus large mesure de l'ensemble des éléments qui existent dans notre monde et donc des hommes également. Je pense sincèrement qu'il y a une mythologie commune avec tout ce que l'on vient de dire, avec, hein, ce qu'on observe dans les grottes préhistoriques. Regardons ça tout de suite avec pictures, please, une photo. Ok. Voilà, regardez cette magnifique grotte. Alors, voici, c'est la grotte de Chauvet. Hein, magnifique grotte de Chauvet. Voici, hop, oh, excusez-moi, on va recommencer. Magnifique grotte de Chauvet. Voilà, vous voyez? Donc, on va citer, je vais dire quelque chose, quelques mots sur ça, mais juste observez bien, regardez bien, partir du centre là, on a l'impression qu'on rentre à l'intérieur de la grotte, on s'enfonce dans le monde souterrain en profondeur et que derrière ça, il y a le royaume des morts et il y a le royaume de l'au-delà, hein, eh bien, on a l'impression qu'il y a des êtres qui y sortent et d'autres, hein, qui y rentrent. Ok? Je vais maintenant revenir vers vous. Voilà. Et regardez possiblement ce qu'on pourrait y voir. En observant la disposition des animaux de cette grotte, on a l'impression qu'ils sortent d'une vulve située au sein de la grotte. Vous l'avez vu ou peut-être? Ok. Les uns y sortent et les autres y reviennent, comme pour signifier la naissance et la mort. Cette idée reste à creuser, hein. Je n'ai pas la prétention de résoudre le problème de la sémiotique des images des grottes. Cependant, comme la signification de la grotte est universelle, on pourrait remonter, cela pourrait remonter à la période glaciaire. Vous voyez? Donc, peut-être que c'est le jeu des migrations. C'est le jeu des migrations. Et on a peut-être une preuve que dans les grottes, ça existait déjà, tout ce que je viens de vous dire, et que c'est au fur et à mesure du temps, hein, on a augmenté la mythologie, on a rendu beaucoup plus de détails, et ainsi de suite. Et ensuite, à cause des migrations, chaque peuple y a ajouté son environnement, ses références, et ainsi de suite, et s'est distingué et différencié tout en gardant les mêmes structures. Ce qui est possiblement probable, ok? Probable. Ok. C'est d'une grotte située au Levant que sortirent les hommes d'après les mythes mayas et aztèques, puisque le soleil se couche à l'ouest et semble s'enfoncer dans le monde souterrain en passant parfois
À travers une grotte, l'astre paraît traverser ce royaume des enfers durant la nuit pour renaître de l'autre côté du monde, à l'est et complètement régénéré. Hein. Voilà. Mythologie maya, vous voyez ça? Et vous retrouvez ça dans toutes les cultures. Et je l'ai exprimé dans la vidéo sur Toutmosis 3, dans la mythologie égyptienne. Et là, vous allez faire le parallèle et vous allez dire, ah, mais c'est la même chose. Identique. C'est donc tant le lieu de la mort que celui de la renaissance. C'est ici que tout prend fin et que tout recommence. Les hommes préhistoriques partageaient cette idée d'après les esquisses observables sur les parois des grottes. Hmm. L'environnement chamanique transparaît dans les grottes préhistoriques. Ça transparaît, ça transpire de tous les côtés. Les chamans de ces temps préhistoriques entraient en communication avec l'au-delà, les défunts et les âmes des êtres vivants. Il est possible que ça soit ça. Hein. Cette vision semble avoir perduré jusqu'à la période de l'Antiquité tardive. Les civilisations précolombiennes sont également celles de prêtres, chamans, qui entrent en contact avec les dieux par divers moyens et voyagent dans l'autre monde afin d'y chercher savoir et connaissance. Et la grotte est le lieu de contact avec tout ça. Xibalba, c'est une grotte. Il est d'ailleurs intéressant de noter que les anciennes initiations de l'Antiquité, du pourtour méditerranéen, comme celle d'Éleusis, ont hérité de cette conception préhistorique. Vous voyez, héritage jusqu'à l'Antiquité tardive. La symbolique que véhicule la grotte d'Éleusis évoque à s'y méprendre Xibalba. Xibalba, regardez. Maintenant, la grotte d'Éleusis, ok? Enfin, ce qu'il en reste, disons. Ce qu'il en reste. Voilà. Ça, c'est la grotte d'Éleusis. Alors, devant vous, c'est le Plutonium, c'est-à-dire le sanctuaire de Pluton, bien sûr le roi de l'Hadès, du monde souterrain. Et c'est en ce lieu qu'est censé avoir été enlevée la fille de Déméter, Perséphone, assimilée au grain de blé. Ah, tiens donc. Image identique. Agriculture. L'essence vitale, imagée par un grain, donc aux céréales, par le dieu chtonien Hadès. Vous voyez, c'est identique, encore une fois, identique. Identique. Ok? Ok, on a bientôt terminé. Il est temps de se poser maintenant la question de l'origine de ce savoir qui contient les quatre soleils, âge, le système cyclique du temps, le découpage de l'année en 360 jours et la mise en annexe des 5 jours restants, de la montagne cosmique, de l'image de la grotte et son élément aquatique, de l'Éden situé au Levant et de bien d'autres aspects dont je n'ai pas encore parlé dans cette vidéo, mais que j'ai longuement analysé dans mon ouvrage Émergence tome 2. N'oubliez pas les graines, l'essence vitale se situe dans le monde souterrain. Et hop, on va chercher cette graine, là c'est le blé pour Éleusis, qui symbolise la vitalité du monde, l'initiation, l'agriculture, et bien c'est exactement ce qui est exprimé dans toutes les cultures de la roue cosmique du monde. Hmm. Est-ce un hasard maintenant, tout ça? Est-ce un héritage d'une civilisation mère? Un enseignement d'une tradition primordiale et localisé sur un continent perdu? Ou encore un pays disparu et qui l'a disséminé partout sur la planète? Est-ce au contraire le fruit des migrations humaines, et dans ce cas précis, ce savoir remonterait à l'époque glaciaire, puisqu'il se retrouve en Mésoamérique, en Inde, et chez les Indo-Européens, comme je l'ai montré, et en Égypte, donc Afrique. Peut-être est-ce un mélange de tout cet ensemble aussi. Ce ne sont que des questions que je pose. Si l'histoire moderne ne dit rien sur cette affaire, cela ne veut pas signifier qu'elle ne s'y penchera pas un jour ou l'autre. C'est pas parce qu'elle dit rien aujourd'hui qu'un jour elle ne va pas s'y pencher. Cependant, étant donné que la méthode historique est linéaire, elle ne prend en considération que les faits récoltés par des preuves archéologiques ou des études très poussées dans la recherche. C'est pas mauvais en soi. Hein. Le problème de cette méthode est celui-ci. L'homme se constitue d'une psyché dont elle révèle des archétypes communs et des idées qui germent à différents endroits du temps et de l'espace, sans qu'il n'y ait de transfert de connaissances. Ouais, ouais. L'histoire.
ne prend pas en considération l'aspect intérieur de l'homme. Intérieur. En d'autres termes, un groupe humain situé à l'autre bout du monde peut découvrir des connaissances semblables à un autre groupe humain et localisé à un autre endroit du globe sans qu'il y ait eu échange entre eux. Par exemple, on va démontrer ça. Les Olmecs, un peuple mésoaméricain, ont découvert l'écriture sans qu'il n'y ait eu relation et contact avec les Sumériens, les anciens Égyptiens et les Chinois. Les Olmecs ont inventé l'écriture sans aucun contact avec ces civilisations-là. Bizarre. De plus, toutes ces écritures dont je viens de mentionner hmm, ont pour fondement la même logique, l'idéogramme ou la pensée par image. Oui, la naissance de l'écriture, c'est d'abord une pensée par image. Si vous avez lu mes ouvrages, vous pouvez comprendre maintenant cette logique. C'est d'abord la conscience collective qui pense par elle-même. On pense d'ailleurs par ça d'abord, la pensée par image. On l'inscrit dans le monde où l'on vit. Donc mythes, symboles et tout ça s'inscrit dans cette logique-là. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, il y a extirpation d'une forme de moi qui commence à se penser de plus en plus différemment des autres, plus distinctement des autres, au point elle se voit le plus isolé du monde, et c'est la naissance de l'alphabet, et ensuite naît encore plus jusqu'à le monde moderne. C'est comme si le moi s'extirpait, c'est la conscience individuelle. Donc il y a un mouvement de l'énergie que l'on peut découvrir à travers l'histoire de l'écriture. Pensée par image, alphabet, et ensuite ordre mathématique de l'écriture, et invention de nouveaux concepts qui ne sont purement alphanumériques. Euh, On ne cherche qu'à écrire qu'à travers des nombres, de l'alphabet, c'est les maths qui comptent. Ok. C'est la pensée complètement abstraite avec le réel. Tandis que la pensée par image, c'est une pensée interconnectée, connectée avec toute chose. Les Chinois pensaient comme ça lorsqu'ils ont inventé leur écriture. Les anciens Égyptiens, les Sumériens et les Olmecs. C'est pas juste l'écriture, c'est la pensée par image qui est similaire. C'est deux notions. Le même processus a eu lieu pour l'invention de l'agriculture. L'agriculture est apparue indépendamment dans différentes parties du monde lors de la révolution néolithique. Il y a il y a parfois plus de 10 000 ans dans certaines recherches de la découverte de l'agriculture. Alors, Göbekli Tepe, et puis aussi Terran Tepe, d'autres parties de la Turquie actuelle laissent le voir que ça remonte à très loin, cette invention de l'agriculture. Vraiment, c'est une révolution néolithique. Et nous sommes à la jonction de l'époque glaciaire, hein, à la fin de l'époque glaciaire. Vraiment. Donc, c'est très intéressant à noter tout ça, ok? Parce que, parce que l'invention de l'agriculture, hein, a eu lieu en Mésoamérique, peuple précolombien, sans qu'il y ait eu contact avec Sumer, le Moyen-Orient, la Chine avec le riz et tout le reste. Pas de contact. Hmm. Bon, ce sont quelques exemples. Il y en a beaucoup d'autres comme ça, beaucoup d'autres. Ok? Il s'agit donc d'une maturation de la psyché humaine, qui, lorsqu'elle atteint un certain seuil de savoir, développe les mêmes idées partout sur la planète. En ceci, l'histoire ne prend pas en considération ce développement de la psyché humaine. Hmm. Ils connaissent ça, ils l'observent, les historiens. Mais ils appellent ça un développement indépendant de part et d'autre des cultures et des civilisations. L'écriture, l'agriculture et de bien d'autres aspects. C'est comme ça, hein. C'est au hasard, c'est les mêmes inventions. Ok? Donc il faut intégrer la dimension intérieure dans l'équation de l'histoire. Mais ça chamboule tout si on fait ça. Faudrait changer de paradigme de lecture de l'histoire. On n'est pas prêt de le faire pour l'instant, mais faut le faire, puisque les preuves, les faits sont là. Je vais vous en citer un autre. Celui-ci aussi, il est hyper important. Ça me démontre que la psyché existe. Ça démontre que l'intériorité existe et qu'il y a
quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la linéarité du temps ou de l'horizontalité. Les hindous ont inventé le zéro, une révolution extraordinaire en mathématiques, ça, extrêmement important, l'invention du zéro. De l'autre côté du monde, à nouveau en Mésoamérique, les Mayas ont eux aussi inventé le zéro. Aucun contact entre ces deux civilisations. Ils ont aussi eu l'idée d'inventer le zéro. Pourtant, il n'existe aucun lien historique entre ces deux civilisations. Un concept identique et aucun lien historique. Impensable avec la méthode historique actuelle qui fonctionne par cause à effet. Linéarité du temps, ou plutôt pensable, mais non intégrée encore dans la méthodologie, puisque cela demanderait de la transformer en y intégrant le temps circulaire, donc mythique, celui de la psyché. Nouveau paradigme de l'histoire. La compréhension de l'histoire deviendrait trop floue et complexe en intégrant cette dimension intérieure de l'homme. Et pourtant, elle existe bel et bien. Voilà, avec ces petits exemples, j'espère que c'est clair. Ok. Il est très improbable que ça soit dans la dimension psychique. D'ailleurs, ça vient de l'intériorité, cette roue cosmique. Il y a trop de choses semblables. C'est pas possible. Pas possible. Je ne sais pas si ce savoir provient d'une civilisation mère ou le fruit de migration humaine. Ok. Il est possible qu'il ait existé une civilisation mère et dont on a perdu la trace. Possible. Il est possible également que ça soit uniquement le fruit des migrations. Ok. Il est possible aussi que certains éléments de la roue cosmique, avec la catonité surtout, soient d'origine aussi, pour certains éléments et aspects, de la dimension psychique. Mais regardez bien, la question est complexe. Donc il faut traiter la question comme telle. Avec une claire analyse, on est posé et on ne projette pas ses désirs, ni ses fantasmes, ni ses délires. On observe et on essaye de démêler, hein, tous ces récits. Ok, c'est très important. Je laisse la question en suspens. Elle mérite une investigation plus poussée, mais la durée de cette vidéo ne me permet pas d'enquêter en profondeur sur ce sujet. Voilà, je lance comme ça et on verra bien. Notons toutefois que bien que la structure, la charpente de ce savoir soit semblable partout, à aucun moment nous retrouvons des noms identiques de part et d'autre du monde concernant le moindre sujet énoncé. Pas un seul terme est similaire. Des idées sont semblables. Prenons le cas du tigre et du jaguar. Tigre en Chine, le jaguar en Mésoamérique. On voit bien qu'on parle d'un félin. On voit très bien pourquoi, parce que c'est l'attitude, le comportement, l'éthologie de l'animal qui sculpte le mythe. Et là, vous comprenez que comprendre l'éthologie animale et également la botanique est très important, c'est-à-dire l'observation de la nature dans sa globalité, parce que c'est ça qui fait dialoguer les mythes. C'est ça qui met en image la structure de notre intériorité en langage mythique. On voit très bien qu'il y a un parallèle. Ça sera le sujet de la deuxième vidéo, tout ça, hein. Mais, mais, c'est pas le tigre, quand même, parce qu'il n'existe pas. C'est pas le tigre dans les pays mésoaméricains, parce qu'il n'y a pas de tigre là-bas. Et c'est pas le jaguar en Chine, bah, parce qu'il n'existe pas. Ah, il se pourrait que ça soit un aspect similaire qui s'est adapté à deux environnements différents. Ça pourrait que ça soit même pas ça la source originelle. C'était un autre animal, un autre félin, ou peut-être autre chose qui ressemblait à un félin. Pourquoi pas le tigre à un dent de sabre? On va très loin, qui était ça. Et ça s'est adapté à son environnement qui a évolué. La notion de la montagne cosmique et ces trois mondes peuvent au contraire peut très bien provenir des migrations humaines. Ça, c'est possible. Il devient donc urgent de développer une nouvelle méthodologie, une science de l'homme qui intègre toutes les composantes de son être. Dans le cas inverse, on risque de rester prisonnier d'un modèle et ou des fantasmes de l'archéologie interdite et des historiens alternatifs dont l'immense problème est le manque de rigueur car le fantasme prisme sur le réel. Car le fantasme prime sur le réel. Le seul fait de ne pas intégrer la dimension psychique, je dirais même psychonoétique, vous avez le sujet de la deuxième vidéo maintenant, révèle l'étendue du problème.
Nous allons revenir sur ce sujet dans les prochaines vidéos. Voilà, nous avons fait le tour. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. J'ai soulevé plus de questions que révélé des choses, je pense. Commentaires, bienvenue. Des pouces, bienvenue. Partage, bienvenue. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé et pour qu'on puisse faire fructifier le savoir et la connaissance. Ce qui est plus important, c'est ça. La connaissance et le savoir. C'est pas nos délires, c'est pas nos fantasmes, c'est pas l'histoire d'une croyance, c'est ce qui est. D'accord? Merci à vous, hein. Prenez soin de vous et puis bonne journée à vous. Au revoir.